Bonjour à tous et bienvenue dans la série Nous Entrepreneurs. Je suis Benjamin Delsalle, coach d'affaires certifié Action Coach à Lyon. Nous sommes convaincus que c'est par les entreprises locales que nous pourrons construire une économie prospère et également un monde souhaitable. Et c'est pour ça que dans Nous Entrepreneurs, nous interviewons des dirigeants de la région pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs réussites, leurs apprentissages, potentiellement aussi les défis qui se présentent à eux. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Yann Lemoine, qui est président fondateur de Les Biens en commun. Bonjour Yann. Bonjour Benjamin. Est-ce que, bienvenue d'abord sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise en quelques mots, s'il te plaît? En quelques mots, donc Yann Lemoine, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis franco-anglais. Je suis né, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest avant d'entrer en France à 12 ans. J'ai fait un parcours d'ingénieur agro-environnement. Bossé pour EDF 5 ans, quitté EDF par manque de sens dans le travail qui m'était proposé. J'ai rejoint une grosse start-up sur Lyon qui s'appelait Force City, qui a fait faillite l'été 2019. Et je me suis lancé dans l'aventure Les Biens en commun fin 2019, début 2020. C'est une idée que j'avais eue en 2016 quand je cherchais ma voie chez EDF. Et les biens en commun, l'idée, c'est de proposer une alternative qui soit désirable, crédible à l'achat et à la propriété des équipements du quotidien, depuis l'aspirateur jusqu'à la perceuse, en passant par l'appareil à raclette, le vidéoprojecteur. En fait, ce qu'on veut faire, c'est un peu le Vélov ou le Vélib des équipements du quotidien, un service de location de ces équipements via des casiers connectés qu'on installe dans le hall d'entrée d'immeubles. Donc, c'est nous qui achetons les casiers, c'est nous qui achetons les appareils. On développe une application et les habitants ont accès à l'appli pour leur permettre de réserver l'appareil de leur choix au moment de leur choix pour le temps de leur choix. Et c'est les biens en commun qui assureront l'installation, l'entretien, la gestion utilisateur. C'est vraiment le Vélov, si on veut prendre une image simple, c'est le Vélov des équipements du quotidien. Ok, super. Et ça, du coup, ça se situe où dans les cages, dans les halls d'immeubles, c'est ça? Bah, ça peut aller vraiment dans plein d'endroits différents. Là où ça le fait le plus de sens, c'est les résidences d'habitation, effectivement, dans les halls d'entrée, parce qu'on a le côté ultra proximité, hein. Je pense que l'idéal, ce serait que les gens partagent entre eux directement, mais dans les faits, ça ne se fait pas parce que c'est contraignant par rapport à l'achat. Et donc, la grande majorité des gens, dont moi, on achète. Et on achète parce que les alternatives actuelles à l'achat sont contraignantes. On n'a pas la proximité, on n'a pas la disponibilité 24/24, 7 jours sur 7. On n'a pas l'autonomie, on n'a pas le bon fonctionnement, la garantie en tout cas, et on n'a pas la garantie de trouver l'appareil qu'on cherche finalement. Et donc, on achète. Et là, l'idée avec les casiers, avec les équipements dedans et l'appli, c'est qu'on apporte tous les avantages de la propriété et on apporte les avantages du partage, c'est-à-dire accès à plus, à mieux pour moins cher, sans avoir besoin d'acheter, de stocker, de réparer soi-même. Donc, on peut espérer embarquer 60, 70, 80% de la population, ce qui est nécessaire si on veut faire une vraie transition écologique, parce qu'on tentait d'embarquer 0,01% d'écolos bobos convaincus. C'est sympa, c'est cool, mais ça ne suffira pas. Voilà, et donc, d'où le fait de les installer dans un premier temps dans les résidences. On a commencé par les résidences étudiantes, mais demain, je pense que le service pourrait aussi aller dans des entreprises pour les collaborateurs, pour le ramener le soir ou le week-end. Ça peut aussi aller dans des centres commerciaux, l'espace public, etc. On va dire le périmètre d'implantation est super large. Et ça, c'est aussi une des forces du projet, c'est qu'au-delà d'embarquer 60-70% des habitants d'un immeuble, on pourrait équiper 50, 60, 70% des immeubles d'un territoire et donc avoir un impact, une transformation en profondeur de la société et un impact environnemental d'un côté et social de l'autre très important. Encore une fois, j'aime bien prendre l'exemple du vélo en libre-service. En 2005, Lyon a été une des premières villes à mettre en place du vélo en libre-service à large échelle. 15 ans plus tard, toutes les grandes villes du monde sont équipées. Pourquoi pas imaginer le même futur pour le concept, pas pour les biens en commun, mais pour que le concept essaime de manière rapide, forte. Et je pense que pour ça, il faut que ce soit décentralisé et donc territorial. Ok, excellent. C'est super intéressant. Après, les enjeux de changement d'échelle, les modèles de changement d'échelle, etc. C'est tout un sujet moi, Ouais. qui On m'intéresse s'y intéresse là un petit peu parce qu'effectivement, on a fait nos 4 premières résidences sur Lyon. Moi, je voulais en faire je veux toujours en faire un projet ambitieux de territoire, que Lyon soit pilote, mais les acteurs lyonnais prennent plus de temps que ce que j'espérais à monter à bord. Donc là, on a été obligé d'une certaine manière de prospecter au niveau national. On prospecte au niveau national et nos prochains déploiements auront lieu notamment à Grenoble et en Île-de-France. Donc voilà, cette question de l'essaimage, comment on essaime, quelle structure on met en place, enfin, c'est intéressant. Ah, c'est super.
Super sujet. Alors justement, du coup, tu es sur du B2B2C, c'est un peu ça? C'est-à-dire que tu as et des clients qui vont être, c'est quoi? C'est des syndics, des copros, des entreprises Ouais, avec les utilisateurs finaux? Comment tu c'est fonctionnes? ça, c'est vraiment B2B2C. Tout juste, il faut d'abord convaincre le gestionnaire de résidence ou l'entreprise, etc. Mais le gestionnaire de résidence, c'est les casiers. Donc là, c'est le gestionnaire de résidence étudiante, c'est les bailleurs sociaux, c'est effectivement les syndics de copro qu'on peut toucher via leurs syndics, leur régie. Euh, Ça peut être aussi, comme j'ai dit, les entreprises, ça peut être la poste, ça peut être, enfin, voilà, le gestionnaire immobilier. Il faut qu'on arrive à convaincre le propriétaire d'installer le casier. On lui demande un abonnement sur les premières années qui couvre le coût d'installation. Et ensuite, on fait payer les utilisateurs, d'où le si. Et l'idée, c'est que à terme, au bout de 2 3 ans, l'utilisation seule permet de couvrir les coûts opérationnels. Mais vu que c'est un changement d'habitude, que c'est innovant, etc., on ne parie pas sur le fait que l'utilisation seule permette de couvrir le coût d'installation. Donc, on demande au gestionnaire de couvrir le coût d'installation sur 5 ans. On lui liste, donc c'est nous qui devons tout acheter, question de trésorerie. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'à terme, ça s'autofinance par l'utilisation et que le gestionnaire n'ait plus rien à payer. Très bien. Donc, je vois bien la proposition de valeur pour l'utilisateur qui, quelque part, va pouvoir Mmh. avoir accès à du matériel, je ne sais pas, donc j'imagine matériel de bricolage, crêpière, raclette C'est et ça, compagnie, à moindre coût. Et en plus, il y a vraiment un bénéfice écologique d'éviter d'aller stocker. Je pense qu'on a tous chez nous ce genre de petits outils de bricolage ou alors et ça nous manque. Et donc, effectivement, comme tu dis, la seule solution, c'est de l'acheter pour s'en servir très peu et se découvrir qu'il n'y a plus de batterie dans la perceuse le jour où on en a besoin. Mmh. Quelle est la valeur, la proposition de valeur pour les entreprises, les syndics, les copros, etc. Beaucoup de gestionnaires sont à la recherche de nouveaux services à proposer pour attirer, pour fidéliser leurs salariés, leurs résidents, pour créer du lien. On parle beaucoup de recréer du lien, des interactions sociales, etc. Alors, de prime abord, on peut se dire le casier ne va pas créer du lien. Mais si, dans le fait où nous, une fois qu'on a installé le casier, on a l'impact environnemental si on arrive à embarquer beaucoup d'utilisateurs qui ont un intérêt, on va dire, individuel à s'en servir. Donc, on va pouvoir embarquer 60-70%, donc un impact environnemental fort, un impact social parce qu'on démocratise l'accès à des équipements de qualité. Et puis, si possible, si les habitants ont envie de s'impliquer, on travaille avec les habitants pour créer de l'interaction sociale, c'est-à-dire nommer un ambassadeur, une ambassadrice, des référents de cuisine, bricolage, divertissement, les impliquer dans quels équipements on met dans les casiers, bien sûr. Ça aussi, on peut faire évoluer l'offre en fonction de la demande. Tu demandais quels appareils, ça peut être du ménage, donc l'aspirateur faire repasser, ça peut être de la cuisine, du divertissement, du bricolage, du jardinage, du sport, ça peut être super large. Et donc, impliquer les habitants. Donc, voilà, on a d'abord cet impact environnemental et social qui est assuré simplement parce que les gens ont intérêt à s'en servir. Et dans un deuxième temps, on peut créer de l'interaction sociale. Et donc, beaucoup de gestionnaires sont à la recherche de ça, favoriser de l'interaction sociale. Je pense aussi que tous les gestionnaires, de manière générale, comme toute entreprise, cherchent à faire de la RSE, du développement durable, de la com autour de ça. Et au-delà de ça, il y en a quand même un certain nombre qui ont envie de s'impliquer dans la transition écologique et qui voient tout l'intérêt environnemental et social du projet. Ce n'est pas juste proposer un nouveau service lambda aux utilisateurs, comme par exemple de la livraison de colis via des casiers connectés. Il y a un sens aussi dans le service qu'on propose. Donc, c'est clair que moi, quand je m'étais lancé début 2020, je pensais que le modèle économique devrait reposer sur, ce serait que de l'utilisation. Et en rencontrant une vingtaine d'acteurs sur Lyon, leur question, c'était combien ça nous coûte. Donc, ils étaient prêts à payer. Ouais. Maintenant, c'est quand même le frein principal aujourd'hui au déploiement, c'est-à-dire que si je pouvais déployer les casiers sans rien demander au gestionnaire, j'en aurais des dizaines actuellement, clairement. Là, il faut convaincre parce qu'il y a une petite somme à mettre, parce que c'est innovant, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience. À partir du moment où on en aura 30, 40, 50, 60 d'installés, notamment auprès de gestionnaires qui ont une crédibilité, un nom, je pense que ça peut ensuite démultiplier les déploiements. Et Super. puis, nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est vraiment l'impact. Moi, si j'ai quitté EDF, si ensuite je me suis lancé là-dedans à la fin de la startup, c'est vraiment parce que j'ai besoin de sentir que je participe à la transformation de ce monde, de cette société auquel je ne crois plus. Je pense qu'elle nous amène dans le mur. Et donc, si je n'ai pas le sentiment de participer à des projets ambitieux pour le transformer,
suis pas épanoui, quoi. Je me trompe peut-être dans mon analyse, hein, mais c'est mes convictions. Et donc, si je suis pas aligné avec mes convictions, ça peut pas marcher. Et donc, une des idées, c'est qu'à partir du moment où on commence à être rentable, une partie des bénéfices pourrait être réallouée pour réduire l'abonnement qu'on demande au gestionnaire suivant et ainsi enclencher un cercle vertueux. Mais dans un premier temps, il faut qu'on atteigne une masse critique. Tu l'as dit au début, enfin, en introduction, quand on discutait, la rentabilité, il faut qu'on atteigne la rentabilité. À partir du moment où on est rentable, on peut commencer à voir ce qu'on fait des bénéfices, comment on les réalloue, quoi. Bah alors, je ne sais pas si tu te trompes, mais en tout cas, on partage cette vision en tout cas, l'entreprise est un levier formidable pour accélérer la transition qui est nécessaire et qu'il faut réussir à allier et la rentabilité et l'impact. Je ne sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était le cofondateur de Phoenix qui avait dit dans business à impact, si tu n'as pas de business, tu n'as pas d'impact. Donc, Ouais, bah effectivement, ça, je trouvais ça assez intéressant, quoi. Mais ça, c'est c'est un une des ligne de problèmes crête C'est intéressante. ça. C'est un des problèmes du modèle économique actuel pour moi, mais on ne va pas se lancer là-dedans, je peux en parler des heures. On ne fait quelque chose, l'humanité fait quelque chose que si c'est rentable et pas si c'est utile. On a plein de choses utiles à faire qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas rentable et donc on se limite. Mais effectivement, dans le système actuel, et en tant que chef d'entreprise, bah, pour agir, il faut être rentable. Donc, il n'y a pas le choix. Ok. Et c'est là où ce n'est pas forcément évident de concilier impact et rentabilité parce que l'impact, souvent, bah, c'est adresser des choses que le marché n'adresse pas socialement et environnementalement, parce que c'est souvent moins rentable. Et depuis 2-3 ans que je suis dans le milieu de l'ESS lyonnais, l'économie sociale et solidaire, bah, beaucoup de mes collègues entrepreneurs galèrent à trouver le modèle économique parce que ce n'est pas évident de trouver cette rentabilité quand on s'adresse à des choses que le marché n'adresse pas. Et une des chances pour les biens en commun, comme sur quelques autres secteurs, c'est que là, je pense qu'on concilie les deux. On peut concilier fort impact et forte rentabilité. D'où le fait que ça intéresse un peu tout le monde, ce qui est cool et ce qui me facilite la vie depuis 3 ans. Hein. C'est clair. Est-ce que tu as une fierté, une réalisation sur les 3 dernières années maintenant, quelque chose dont tu es spécialement fier, qui peut peut-être aussi illustrer encore mieux ce que vous faites? Ouais, alors moi, j'ai un problème avec la notion de fierté. Je suis pas fier de moi. Je considère que ce que je fais, c'est le minimum que je dois faire vu la chance que j'ai eue de naître dans telle famille, d'avoir telle éducation, de rencontrer telle personne, etc. Je suis assez déterministe comme garçon. Pour moi, le libre arbitre, c'est vraiment une toute petite partie à la fin, mais à la fin, tout le parcours, on n'y est pas pour grand-chose. Bon, voilà, c'est encore une fois ma vision, mais c'est pour dire que j'ai du mal à ressentir de la fierté pour ce que je fais. Est-ce que tu as une illustration où pour toi, tu as vu de l'impact peut-être qui correspond bien à ce que tu veux faire Bah, l'impact, pour l'instant, on a 4 résidences étudiantes. Donc, ce qu'on voit, c'est que les étudiants, ils sont contents, ils s'en servent, c'est sympa. L'impact est encore à venir. Hein. Ce qu'il faudra, c'est dans 2-3 ans, mesurer sur les centaines, j'espère, de résidences équipées, combien de matériel on a réussi à économiser, combien on a réussi à réparer, recycler derrière, etc. Mais on va dire, ma plus grande satisfaction depuis 2-3 ans, c'est d'avoir vu que l'idée plaît, l'idée embarque, que ça a réussi à convaincre des personnes, notamment en 2020, de me suivre. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. On lance des perches, on rencontre des gens, on propose des choses et ensuite, beaucoup dépend d'en face s'il y a du répondant ou pas. Et ben, j'ai eu la chance de rencontrer 3-4 personnes en 2020 qui ont été structurantes et qui ont été convaincues. Donc, j'ai réussi à les convaincre, si on veut dire. Donc, je suis peut-être fier d'avoir réussi à les convaincre de me suivre, de suivre le projet. Mais sans ces personnes-là, je n'aurais pas réussi en 1 an et quelques mois à avoir ma première installation presque telle que j'avais imaginé. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de commencer par aller dans un hall d'entrée avec un aspirateur pour le louer, quoi. Ce qui m'aurait gonflé, je ne l'aurais pas fait. Je ne suis pas quelqu'un de spécialement opérationnel, j'ai une vision. Les biens en commun, c'est un outil au service de ma vision. Et moi, je voulais tout de suite avoir mes casiers connectés et mon application. C'est parce que j'ai rencontré des personnes chez Seb, Leroy Merlin Boulanger, une PME sur Montpellier qui faisait des casiers connectés et qui avait un site de réservation de parties de bowling qu'on a pu transformer pour pas cher en site de réservation de parties d'aspirateur. Et j'ai rencontré une directrice de résidence étudiante qui, en une demi-heure, m'a dit Banco, on y va, qu'en février 2021, on a pu faire la première installation. Je n'aurais pas rencontré ces personnes. Eh ben, je serais peut-être encore dans un hall d'entrée avec mon aspirateur, ce que je n'aurais probablement pas fait non plus. C'est quoi ou ton enjeu principal pour 2023, vu qu'en début d'année donc,
Bah, L'épisode sera diffusé sûrement en janvier ou février, mais est-ce que tu as identifié un enjeu spécifique pour cette année? Ouais, enfin, il y a deux enjeux qui sont un peu parallèles d'ailleurs. La première, c'est que il faut qu'on déploie maintenant, qu'on accélère le déploiement. Donc, on va en faire 25 cette année. On en a déjà 4 de signés qu'on va faire fin janvier, début février. Donc, on en veut 25. Et puis surtout, chez des gros gestionnaires qui, au-delà d'avoir un parc large pour déployer par la suite, ont aussi une crédibilité. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on va installer le service au Crous de Grenoble. Donc, en termes de visibilité, ça va être génial. Et puis, en parallèle, le deuxième enjeu, c'est qu'on a besoin de sous cette année. Donc, jusqu'à maintenant, ça a été du financement par de la dette via différents dispositifs, Réseau Entreprendre, BPI, France Active, Crédit Coopératif, etc. Là, on ne peut plus s'endetter. Donc, il va falloir qu'on lève et qu'on lève d'ici le milieu d'année à peu près. Donc, voilà, c'est en ça que les deux vont se suivre. C'est plus on peut avoir de signatures de déploiement d'ici l'été, plus ce sera facile de convaincre les investisseurs. Et puis, bien sûr, les investisseurs sont nécessaires pour faire nos 25 déploiements et les 70 qu'on prévoit l'année prochaine. Bon, super. Excellent. Comment est-ce que toi, tu progresses en tant qu'entrepreneur? Oh, ça, c'est une question super vaste. Moi, en fait, à la base, je ne suis pas un entrepreneur né. Je n'avais jamais pensé à entreprendre vraiment jusqu'à ce que je commence à chercher ma voie chez EDF et que j'ai plusieurs idées et que je les propose en interne et qu'en général, on me dise non pour différentes raisons, hein. Je ne juge pas le fait qu'on me dise non, mais en tout cas, j'étais en force de proposition. J'avais envie d'intraprendre, si on veut. Et en fait, c'est venu petit à petit avec le côté, je vais avoir de l'impact. Je n'ai pas réussi à trouver un poste salarié où je peux être en adéquation avec ce besoin d'impact. Si je l'avais trouvé, je pense que ça aurait peut-être été parfait, hein. Le sentiment d'être utile et une stabilité d'une certaine manière, ça aurait été parfait, mais ça ne s'est pas présenté. Quand j'ai été licencié, pareil, le hasard, enfin, si la startup n'avait pas fait faillite, je ne serais pas là aujourd'hui, quoi, probablement. Tu vois, d'où on revient au déterminisme versus libre arbitre. Donc, j'ai été licencié, j'avais 18 mois de chômage, j'avais cette idée, ben, je me suis dit, j'ai rien à perdre, où est le risque? Je ne vois pas où est le risque. J'ai 18 mois de chômage, oui, je suis moins payé que si je retrouvais un taf, mais bon, voilà, j'ai pas, de ce côté-là, j'avais quand même un chômage qui était suffisant. Et donc, je me lance. Comment j'ai évolué depuis? Je ne sais pas à quel point on peut dire j'ai évolué. Comment J'ai tu toujours fais eu… c'est notamment, qu'est-ce que, je sais pas, est-ce que tu lis, tu rencontres des gens, Ouais, comment tu fais pour monter en compétences et pour en parler tout à l'heure des centaines de compétences nécessaires en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que tu fais pour les acquérir, pour les… ouais, c'est beaucoup. Je dirais pas que je lis pas spécialement de bouquins d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs. Moi, je préfère lire des bouquins d'économie, d'histoire, de géopolitique. En fait, en commun, c'est pas ma passion. Des casiers connectés, mettre des appareils dedans et faire une application, bon, moi, ma passion, c'est ma vision sociopolitique du monde de demain. Et les biens communs, c'est un outil au service de ça. Et donc, c'est ce qui aussi qui m'a permis, je pense, de beaucoup relativiser. Et contrairement à plein d'entrepreneurs et chefs d'entreprise, je ne peux pas dire que je suis sous l'eau, je ne bosse pas le soir ou très rarement, je ne bosse pas le week-end parce que ce n'est pas ma passion. Et aussi pour ça qu'il y a un an et quelques mois, quand mon associé Thomas m'a rejoint, j'ai eu aucun souci à lui faire toute la place. C'est pas mon bébé, tu vois, j'ai eu aucun souci à lui faire toute la place pour qu'il devienne directeur général et qu'il prenne les choses en main d'un point de vue opérationnel. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas ce qui me passionne. Donc, j'allais pas lire des bouquins sur tel entrepreneur qui a réussi tel truc, tel truc, tel truc. D'autant plus que je pense quand même que c'est une histoire à chaque fois très personnelle, très particulière. Et donc, j'ai plus appris au fur et à mesure. Je pense que ça, c'est une de mes forces, c'est que C'est ta j'apprends assez vision qui vite. te tire quelque part et Voilà, qui fait qu'après, voilà. le besoin génère… Ouais, voilà. Donc, génère, et puis ben, j'ai quand même, notamment parce que j'étais tout seul pendant 2 ans, ce qui n'était pas vraiment un choix, mais je n'ai pas trouvé le bon associé en me lançant. Et puis, in fine, vu que j'avais l'idée, c'est peut-être une bonne chose que je commence seul, j'ai pu aller vite. Maintenant qu'il faut aller loin, ben, il faut forcément m'entourer. Mais vu que j'étais seul, ben, j'ai quand même suivi 6 ou 7 parcours ah d'accompagnement. oui, quand même. Tu vois, ouais. Donc voilà, donc c'est par là, on va dire que j'ai, même si en général ça reste assez théorique, assez généraliste, ça t'acculture quand même
Mais oui, j'ai suivi beaucoup de programmes d'accompagnement sur Lyon et même au niveau national. En ce moment, on est dans le programme d'accélération de start-up à impact de La Poste. Donc ça joue. Et puis après, c'est beaucoup apprendre sur le tas. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu le sentiment d'arriver à un truc que je n'arrivais pas à apprendre assez vite ou que je ne maîtrisais pas. Tu vois. Peut-être que quand on va recruter, qu'il y aura des enjeux de RH, de déclaration sociale, etc. Ça va être plus compliqué. Mais on est bien accompagné finalement. Si tu as les moyens de te faire accompagner, tu vois, on a un expert comptable. Bon, ben voilà, comme ça, je n'ai pas besoin de gérer tout ce qui est déclaration de TVA, etc. On a un accompagnement juridique, donc je n'ai pas trop besoin de rentrer dans tous ces détails-là. Et le reste, finalement, il y a rien je trouve, de particulièrement compliqué. Ensuite, je pense que là où un accompagnement pourrait être nécessaire, c'est sur mon accompagnement personnel, comment gérer ma vie perso, ma vie pro. Pour l'instant, je la gère assez bien parce qu'encore une fois, les biens en commun, ce n'est pas une passion fondamentale, donc j'arrive assez bien à couper. Et puis ensuite, il y a, je pense, monter en compétence sur le côté gestion d'équipe, comment transmettre sa vision, comment embarquer les gens au niveau gouvernance. Moi, j'ai vraiment envie que les biens en commun, ce soit une structure euh, pas complètement horizontale, parce que je pense qu'il faut quand même un peu de verticalité pour avancer, mais où j'implique le plus possible les salariés, puis les utilisateurs, etc., etc. Donc, tout ça, je pense que la question de gouvernance, les questions humaines, ça va être des choses sur lesquelles j'aurais besoin d'approfondir mes connaissances à terme. Mais pour l'instant, vu que j'ai seul, et maintenant on est 2, enfin 3 avec une alternante, c'est bon, on arrive à peu près à gérer ça. Ok, super. Et puis, j'imagine que les sujets de levée de fonds, etc., c'est aussi des choses sur lesquelles travailler. Et en plus, sur les Ouais. le changement Alors, levée de fonds, d'échelle. pareil, j'avais eu un cabinet de conseil qui m'avait aidé à faire le business plan, le prévisionnel, avec du financement d'un dispositif qui s'appelle Startup Go. Il y a quand même beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui pour accompagner, pour aider, pour financer. Un des enjeux, c'est justement de ne pas se perdre là-dedans et quand même d'avoir suffisamment de temps pour gérer son emploi. Là, on est plutôt aujourd'hui dans une logique de refuser des sollicitations pour intégrer tel ou tel programme. Mais c'est évident qu'au début, c'est indispensable. C'est évident que ces dispositifs de financement sont super utiles aussi. C'est ce qui m'a permis de me faire accompagner rapidement par un cabinet juridique et par un cabinet de conseil en financement. Et là, aujourd'hui, on se pose la question un peu avec Thomas, est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner par un leveur de fonds ou est-ce qu'on peut le porter tout seul avec nos compétences? On va commencer à rencontrer des fonds, des business angels, etc. Et puis, si on se rend compte qu'on est très challengé, qu'on n'arrive pas à répondre, bah, dans ce cas-là, on ira chercher de l'accompagnement, je pense. Ok, super. Alors, j'ai pas pris note du temps, mais on a dû dépasser un petit peu par rapport à d'habitude, mais c'était passionnant, donc c'est top. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un, un entrepreneur ou une entreprise locale ou une structure locale d'ailleurs, peu importe le statut juridique, que ce soit de l'ESS ou de l'économie plus conventionnelle, que tu aimerais entendre ou que tu aimerais mettre en valeur qui, pour toi, pourrait bénéficier d'être mis en valeur ici? Ouais, c'est une question compliquée parce que j'en ai plein en tête. Bah, tu J'en peux en ai, donner deux si tu veux. j'en ai plein, plein. Enfin, je pourrais t'en donner plein. Bah, écoute, là, spontanément, la personne qui vient en tête, c'est Tizu, Ok, TIZU de Ludovic. J'ai un doute sur son nom. Mais c'est une entreprise voilà, où il y a de l'impact et il y a aussi un modèle économique, donc je pense qu'il peut scaler aussi. Ils font des meubles en bois upcyclés, recyclés, quoi. ok. Ils récupèrent du bois, ils font des meubles et ils ont une petite touche perso décoration que je lui laisserai te présenter si Ouais, tu interroges. Mais voilà, ça marche bien. Ils viennent de s'installer dans un grand entrepôt dans l'Est lyonnais et super. ça a l'air de bien démarrer. Ok, et toute dernière question, comment est-ce que les auditeurs, tu as pas mal parlé des bailleurs sociaux, des entreprises, etc. S'il y a des gens qui veulent te contacter ou même suivre ce que tu fais, c'est quoi ton moyen de communication le plus efficace? Bah, le site internet, c'est lesbiensencommuns.com. Là, on peut s'inscrire à une newsletter. On envoie une newsletter à peu près tous les trimestres. Donc, ce n'est pas du spam. Et puis ensuite, c'est LinkedIn. On a une page LinkedIn et c'est vraiment là-dessus qu'on communique. On va mettre en place du Facebook, de l'Instagram. Mais dans un premier temps, vu que je m'adressais d'abord au B2B, il Ouais, fallait que ce soit LinkedIn. Le Facebook, l'Instagram, ce sera quand on ira s'adresser aux utilisateurs
et potentiellement au grand public, quand on cherchera des ambassadeurs pour aller convaincre leurs copropriétaires, etc. Et donc, pour répondre à ta question, c'est site internet, newsletter et puis LinkedIn aujourd'hui. Eh ben, super. Merci, merci encore Yann. Merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés sur ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Et puis à très bientôt pour écouter d'autres histoires tout aussi enrichissantes. Salut Yann. Salut, merci pour l'invitation. Bonne journée. Ciao. Avec plaisir.